Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Mouet. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, aujourd'hui on va répondre à une petite liste de questions. Antoine, est-ce que tu peux nous dire ce qui est pour toi le Muay Thai authentique? Ouais, pour moi le Muay Thai authentique c'est le Muay Thai des grands stades de Bangkok. En fait, ce qui arrive souvent quand les gens connaissent pas la boxe thaïlandaise ou qui découvrent un petit peu, c'est qu'ils tombent sur une vidéo sur Facebook ou autre de le combat le plus brutal de l'histoire de la boxe thaïlandaise. Et en fait c'est un truc filmé par un couple d'Américains dans un bar à Pattaya où c'est deux boxeurs qui s'affrontent sur le ring du bar qui devient discothèque une heure après, où c'est quasiment du catch en fait, hein. Les boxeurs ils se boxent avec des gants de 16, des gros gants pour pas se blesser, et ça n'a rien à voir avec vraiment la boxe thaï qu'on voit dans les grands stades de Bangkok, où le milieu professionnel qui est extrême, le niveau est extrêmement relevé là-bas, où ça n'a vraiment rien à voir avec tout ça, quoi. Est-ce que tu peux nous parler des grands stades justement? C'est quoi pour toi un grand stade de boxe thaï? Ouais, alors pour moi les grands stades, quand je parle des grands stades de Bangkok, c'est en premier lieu le Lumpini Stadium et le Raja, qui sont en fait les deux grands stades historiques de Thaïlande et de Bangkok. Et donc ces deux grands stades-là sont vraiment mythiques. Le Lumpini en premier lieu, historiquement était dans le cœur de Bangkok. C'était vraiment un tout petit stade, vraiment quasiment vétuste en fait, où les spectateurs étaient complètement mêlés aux boxeurs, parce que les boxeurs s'entraînaient, s'échauffaient les uns à côté des autres dans les toilettes, juste à côté des toilettes du stade. Et donc il y avait vraiment une atmosphère ultra typique dans ce petit stade, avec les ventilateurs au plafond, la musique à fond. C'était vraiment une atmosphère particulière. Et en fait la pression des promoteurs était telle dans ce coin de Bangkok qu'ils ont tout rasé pour faire un centre commercial. Et donc le Lumpini, qui était vraiment le mythe de la boxe thaï, la mecque de la boxe thaï, a été déménagé dans un complexe ultra moderne, un peu en banlieue de Bangkok, pas mal plus loin, à vrai dire, tellement pas mal plus loin que les parieurs s'y déplacent un petit peu moins, pour devenir un complexe gigantesque avec tout le confort moderne qu'on peut avoir. Et du coup c'est peut-être un petit peu moins typique pour les non-thaïlandais, mais ça aide la boxe à se démocratiser encore plus là-bas, parce que maintenant il y a la place pour les chaînes télé et autres. Et le Raja, lui, il n'a jamais déménagé, il est toujours dans le cœur de Bangkok, et c'est l'autre grand stade vraiment mythique. C'est les deux stades où les niveaux et les ceintures sont le niveau le plus relevé, les ceintures les plus cotées, quoi. Après, comme troisième ou quatrième grand stade, on peut parler de l'Omnoy Stadium, par exemple. C'est peut-être le troisième grand stade qu'on pourrait citer, où il y a par exemple Youssef Bouganem, qui était champion de l'Omnoy Stadium avant de devenir champion du Raja. Ça a été une étape pour lui. Donc le niveau de ce stade-là est très élevé. Et il y a enfin la TV7, qui est en fait un studio de télé, qui ont dans les studios de la télé un ring de boxe, qui organise très régulièrement des combats au sein du studio. L'atmosphère, j'y étais une fois, l'atmosphère est vraiment géniale, parce que c'est minuscule, on est pressé contre le ring, entre les équipements de télé, les projecteurs, les caméras, et j'ai trouvé vraiment ça super bonne ambiance. Des combats très très engagés, puisque en direct à la télé, dans une atmosphère de folie, avec les parieurs vraiment juste à côté des rings. Est-ce qu'il existe un peu donc des grands stades comme ça en France? Est-ce que la France est une nation qui a su se doter d'équipements pour justement arriver à faire de la boxe thaï un sport national? Il y a beaucoup de choses à dire sur cette question-là. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà non, clairement, il n'y a pas de grand stade de boxe en Thaïlande, enfin en France, hein, c'est inexistant. Là, bonjour Brasco, il y a plusieurs choses à dire. C'est que dans un premier lieu, on a un problème de CD en France, selon moi, puisque depuis presque 30 ans que la boxe, même plus de 30 ans que la boxe thaï est arrivée en France, on n'a jamais réussi à avoir une fédération qui structure suffisamment ce sport pour vraiment le développer, le professionnaliser et en faire quelque chose à l'image un peu du judo, où il y a une immense fédération, énormément d'adhérents, une structure professionnelle,
et vraiment un développement médiatique très important. La boxe thaï, ça reste un peu un truc de paria. Il y a toujours eu des fédés qui se faisaient des guerres de pouvoir impossibles pour essayer de gratter le plus d'abonnés ou des subventions du gouvernement. Ça n'a jamais été constructif en fait. Et donc on peut vraiment en vouloir aux fédés pendant toutes ces années qui ont rien fait et qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour faire en sorte que la boxe se développe, qu'on ait des boxeurs pros en France qui puissent vraiment en vivre, que ça se démocratise un petit peu. Et c'est extrêmement dommage parce qu'on est une très grande nation de la boxe thaïlandaise. Il faut savoir que nos champions, c'est des très très grands champions. Nos champions, c'est des très très grands champions. Il faut savoir par exemple que donc, dans le Lucian Pro Lumpini Stadium, jamais une ceinture n'a été prise par des étrangers, sauf 2 fois, et c'était 2 Français. C'était Damien Alamos en premier lieu, et puis plus récemment Rafi Boïk, qui sont des Français qui ont intégré le circuit thaï, qui ont boxé dans les grands stadiums, et qui ont fini par chacun décrocher une ceinture qu'ils ont défendue par la suite. Donc c'est vraiment un immense exploit, c'est quelque chose qui est 2 fois dans toute l'histoire de Lumpini Stadium. C'est vraiment très peu et c'est vraiment un immense exploit. Donc il n'y a que la France qui a réussi à obtenir des ceintures au Lumpini et les défendre. Ouais, alors faut aussi parler un peu des Belges parce que la famille Bouganem, c'est une très grande famille de la boxe thaï. Ils sont marocains et belges. On a presque envie de dire français, mais c'est pas français. Alors lui, Youssef Bouganem, c'est au Raja qui a décroché une ceinture et qui la défend. Est-ce que pour toi, donc, toutes les ceintures se valent au Lumpini, ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans le fait d'obtenir une ceinture? Non, alors c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que c'est une question jusqu'à il y a quelques années, on aurait pu répondre que oui, toutes les ceintures se valaient, que ce soit Raja ou Lumpini. En fait, maintenant, c'est plus vraiment le cas. C'est très important de prendre en compte le promoteur qui organise la soirée où la ceinture va se jouer. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, de mon point de vue à moi, il faut que les ceintures soient disputées dans certaines conditions pour vraiment avoir leur valeur, le top de ce qu'elles représentent à mes yeux, pour la plupart des passionnés de boxe thaï. Le premier point, c'est que les ceintures, elles doivent se disputer en fait entre le champion de la catégorie et son challenger. Elles doivent se disputer en Thaïlande avec les juges du stade, et pas dans un autre pays avec des juges on ne sait où. Le troisième point, qui à mon avis est le plus important, c'est que le champion doit défendre sa ceinture contre quelqu'un qui est classé dans le stade. Être classé dans le stade, c'est-à-dire que le top 10 de chaque caté des grands stades, il est connu. On évolue dans le classement en fonction des combats, et on ne peut pas venir disputer une ceinture sans avoir fait tout ce parcours avant. Parce qu'en fait, le gain de la ceinture, le fait de battre le champion, finalement, c'est la dernière partie d'un processus qui est extrêmement long et extrêmement difficile. Et toute la rigueur qui est nécessaire pour arriver à ce niveau-là, la plus grande partie, c'est avant le combat, le jour J en fait. Il faut être rentré dans le circuit thaï, il faut avoir fait ses preuves dans les grands stades, il faut avoir battu un certain nombre de boxeurs, vraiment combattre très régulièrement, avoir pris les mecs, perdu, regagné, être suivi par les parieurs. Enfin, c'est vraiment un travail énorme qui est extrêmement compliqué, qui peut éventuellement donner le droit de disputer la ceinture contre le champion et éventuellement de la remporter. Donc voilà, quand on a passé par toutes ces étapes, à l'image de Damien Alamos et Rafi Boïk, quand on arrive là et qu'on gagne la ceinture, là pour moi, ouais, c'est une ceinture qui vaut ce qu'elle vaut et qui est le top de ce qui existe au monde, quoi. Sachant que le dernier point qui est aussi important, c'est que les ceintures, quand on les gagne, on les défend. L'idée, c'est pas de venir gagner la ceinture et puis de repartir après en France et puis de faire autre chose. Non. On fait partie du circuit thaï, on a gagné la ceinture et donc on va boxer pour la défendre. C'est aussi ce qu'ont fait Damien et Rafi Boïk. Et donc voilà, il y a beaucoup de gens qui ont un peu critiqué la ceinture de Rafi Boïk en disant ouais, il a boxé je sais pas combien de fois pour une série avant de réussir à le battre et de gagner la ceinture. Peut-être, mais les prometteurs voulaient le voir boxer. Ses combats intéressaient les gens, les parieurs. Il avait le niveau pour. À chaque fois, ça a été la guerre. Les gens ils ont apprécié. Il a fini par gagner la ceinture. Que demander de plus, quoi. Pour moi, il n'y a pas de ceinture plus légitime que celle-ci à la rigueur en fait. Tu disais jusqu'à peu, ça veut dire qu'il y a un événement particulier de l'histoire qui te fait penser que c'était comme ça avant et ça ne l'est plus? Non, c'est vrai qu'on a vu un petit peu se démocratiser les Best of Siam
des combats au Lumpini, au Raja qui mettaient des ceintures en jeu. Moi, j'ai pas du tout. Ce que je veux pas, c'est critiquer ces ceintures-là parce que les champions français en plus qui les boxent, c'est des énormes stars, c'est des champions, que ce soit Fabio Pinca ou les autres, c'est des gens pour qui j'ai un immense respect. Et je suis les premiers à dire que voilà, nos boxeurs français, nos champions français, c'est parmi les meilleurs du monde et c'est quasiment les seuls qui peuvent aller concurrencer les tailles frontalement chez eux. Mais voilà, ces ceintures-là, il faut pas oublier ce que j'expliquais tout à l'heure, le travail d'avant, de rentrer dans le circuit taille, de gravir les échelons, il est extrêmement compliqué et pénible. Et donc ouais, il faut à mon sens, ces ceintures ici, ces ceintures-là, un peu plus récentes, c'est un phénomène un peu nouveau qui n'existait pas avant. On peut aussi parler éventuellement de la ceinture de Moratsari, qui a été négociée par Semi Kepchi. Voilà, je ne veux pas faire le débat sur est-ce que Moratsari c'est un grand champion ou pas, évidemment que oui, mais le fait est que voilà, venir juste boxer qui n'était pas le champion en plus, mais voilà, boxer pour la ceinture, quelqu'un, la gagner, repartir sans la défendre, c'est pas pour moi le sens premier du gain d'une ceinture dans des grands stades de Thaïlande, quoi. En restant un peu sur la pratique du sport en Thaïlande, il y a quelque chose d'assez particulier. Nos boxeurs en France, ils ont des noms et des prénoms, un peu comme on peut être habitué dans le sens commun. En Thaïlande, ils ont des noms comme Buakao Banchamek, voilà, alors tu m'excuseras pour la prononciation, ou Senchai Sor Kingstar. Ouais, ou PK Senchai après, parce qu'il a monté son camp. Donc voilà. C'est une très bonne remarque. En fait, faut savoir que les noms des boxeurs thaïs, ce qu'on assimile à leur prénom, Yotsenklai, Buakao, c'est très souvent des surnoms en fait, et pas leur prénom. Et ce qu'on met après, c'est pas leur nom de famille, c'est le nom de leur camp. Donc en fait ça peut évoluer un peu, ça évolue même beaucoup dans la carrière d'un boxeur. Quand il change de camp, on va plus l'appeler pareil. Donc parfois ça peut donner un peu des choses un peu bizarres avec des boxeurs qui ont plus le même nom d'une année à l'autre, ou deux personnes qu'on confond parce qu'ils ont le même nom, mais finalement c'est pas la même personne selon la période à laquelle ils ont boxé. Donc ouais, non, c'est un amalgame qu'on fait souvent. Les noms des boxeurs thaïs, c'est pas leur prénom ni leur nom de famille, c'est leur surnom de boxeur et le nom de leur camp actuel. Donc est amené à changer en fonction d'un marché, ils sont revendus, comment ça fonctionne? Je pense que le bon exemple, c'est de comparer un peu les camps de boxe à des clubs de foot. C'est un peu facile comme parallèle, mais ça marche vraiment. On peut voir que les clubs de boxe en fait achètent des boxeurs un peu comme des chevaux d'une écurie, sinon c'est pas super comme parallèle, mais il y a un peu de ça, quoi. Les clubs se staffent avec des boxeurs qui font ensuite évoluer, qui font progresser et qui vont après pouvoir revendre ou échanger avec d'autres camps au fur et à mesure des contrats, pour les faire évoluer et pour voilà, quoi. Les titres de champion de boxe thaï, effectivement, tu parlais un petit peu justement des clubs de foot. Il y a la FIFA qui est un organisme international qui organise le sport. Est-ce qu'au niveau international, il y a un organisme qui organise la boxe thaï? Est-ce qu'il y a un championnat du monde de boxe thaï? Alors que tu me parles d'organismes qui organisent un peu la boxe thaï, moi je pense tout de suite à l'IFMA, parce qu'en fait l'IFMA, c'est si un jour la boxe thaï arrive aux Jeux Olympiques, ça sera par le biais de l'IFMA. Donc je pense un peu à eux tout de suite. Maintenant en fait, comme un peu en France il y a énormément de fédés, ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a un peu le même problème dans le monde, c'est qu'il y a quasiment autant de fédés que de pays, et par conséquent des titres de champion du monde, il y en a mais une palanquée, quoi. C'est extrêmement compliqué de s'y retrouver. Je m'y retrouve pas d'ailleurs. On dit que les titres ils ont uniquement la valeur de contre qui ils ont été remportés en fait, ce qui est pas faux. Mais oui, on a du mal à se structurer pour avoir vraiment un seul organisme qui dans le monde entier. Du coup, il n'y a pas d'organisme international qui gère un championnat international de boxe thaï. Est-ce qu'on peut dire que le championnat Lumpini, ça sera un championnat international et que ça correspondrait un petit peu à l'élite Alors, est-ce que ce qui se passe au stadium du Lumpini et du Raja, c'est l'élite de la boxe thaï au monde? Oui. Alors moi, j'ai aucun doute là-dessus. Après, il faut bien voir qu'il y a le circuit thaï et le reste du monde, en fait. C'est quasiment deux circuits qui cohabitent en parallèle.
Le circuit Thaï, c'est malgré tout un circuit où les catégories de poids vont être un petit peu inférieures à ce qu'on voit dans le reste du monde. C'est-à-dire que les top Thaï, ils sont à entre 50 et 60 kg, quoi, plutôt vers 55 kg, 60 kg. Nous, les boxeurs européens, américains, du reste du monde, ça choque pas d'avoir des gens à 70, 75 kg, 80 kg qui vont s'affronter à un niveau très élevé. Donc du coup, c'est quand même deux mondes qui cohabitent un petit peu. Je dis pas qu'il n'y a pas de tailles lourds qui peuvent faire le boulot, mais sauf que les tailles lourds qui sont susceptibles de faire le boulot, justement, ils sont sortis du circuit taille. C'est-à-dire qu'en règle générale, si on prend Boakao par exemple, il a fait sa jeunesse en Thaïlande. Il a fait ses premiers combats, il a fait, on va dire, ses 200 premiers combats en Thaïlande, et ensuite il était assez lourd. On l'a spécialisé et on l'a sorti du circuit Thaï pour le passer au circuit international. Donc quand Boakao est arrivé au K1 World Max, il y avait un intérêt financier, c'est-à-dire que c'est malgré tout dans ces organisations-là qu'il y a le plus d'argent. Donc ils vont en fait spécialiser un peu sa boxe. C'est un peu ce qui se passe aussi à l'image de City Chai au Glory ou même Tong Chai qui a été un peu moins réussi. Mais voilà, certains tailles qui sont assez lourds, on les spécialise vraiment, on change un peu leur boxe pour qu'ils soient plus à l'aise en K1 en kick, pour justement les exporter à l'international, faire briller un peu l'image de la Thaïlande à l'international, et qui représente le Muay Thai, sachant qu'ils vont boxer pas en full Muay Thai rules mais plutôt en kickboxing ou en K1, et aller faire le ménage dans des grandes organisations type K1 ou Glory. J'avais ma sœur par exemple qui voulait se lancer dans la boxe thaï. Qu'est-ce que tu lui conseillerais comme pour bien se lancer dans ce sport en termes d'abord d'équipement et puis de mentalité à adopter, de choix de club? Ok, pour commencer sur le choix de club, en fait c'est important de démarrer dans un club dans lequel on se sent bien, hein. Un club de boxe thaï où on se sent bien, c'est un club où on doit aller avec plaisir, ça doit être une ambiance familiale, hein, pour commencer. C'est un club où on ne doit pas avoir peur de se faire mal. Ça arrive toujours de se faire mal, quand on débute on se fait toujours mal, hein. C'est une règle récurrente, on a des courbatures, on se fait mal au tibia, etc. Mais on doit y aller avec plaisir, et il n'est pas question de faire des sparring durs dès le début, et c'est pas comme ça que ça doit se passer, hein. Ça doit vraiment se passer avec un esprit d'accompagnement par les autres boxeurs expérimentés et par le coach, avoir une progression linéaire, bien enregistrer la technique avant de commencer à faire des sparring un peu plus durs, etc. Ça c'est vraiment la première chose, ça doit bien se passer au niveau du club. Ensuite, ce qui est important, c'est d'être régulier. Ça sert à rien d'aller à 8 cours dans une semaine, ensuite plus venir pendant 2 semaines, ensuite venir 3 fois, puis revenir 5 fois. Choisissez-vous des jours et des horaires auxquels vous êtes tout le temps là, et ensuite venez régulièrement, parce que c'est comme ça qu'on crée les automatismes, c'est comme ça qu'on crée la gestuelle, qu'on commence vraiment à assimiler les choses, et qu'après on peut progresser. C'est vraiment le plus important, c'est d'être bien régulier. Après, pour te répondre sur la deuxième partie de ta question qui était sur le matériel, moi je conseille en fait au début d'acheter des gants premier prix, quoi. Et ça sert à rien d'investir tout de suite de l'argent dans une bonne paire de gants. Faut prendre des gants de 10 ou 12, plutôt 12, pour commencer. Ça fait très bien l'affaire. Évidemment, coquilles et protège-dents, des protège-dents qu'on moule. Le nombre de débutants qui se pointent avec des protège-dents pas moulés et puis ils viennent me voir en disant j'arrive pas à respirer ou j'ai mal aux gencives ou je sais pas quoi, qu'on moule son protège-dents. Et là où on peut mettre un petit peu plus d'argent dès le début, c'est sur les protèges tibia, parce que les protèges tibia chaussettes en fait, qu'on voit souvent chez Decathlon, ça va très vite arriver à ses limites. Et s'il y a encore quelques années, il fallait tout de suite dépenser pas mal d'argent pour prendre des gros protèges tibia Twins en cuir, maintenant il y a pas mal de gammes Venom ou des trucs un peu moins chers, pour 30-40 €, on peut avoir des protèges tibia en cuir qui font vraiment bien le travail pour démarrer. Donc pour le coup je conseille sur les protèges tibia de faire un petit effort dès le début. Est-ce que tu peux nous parler un peu des bandes et de l'intérêt de mettre des bandes, ou est-ce qu'il ne faut pas en mettre? C'est souvent une question. Si, tout à fait. Je vais faire une vidéo sur les bandes, je suis en train de travailler dessus là. J'ai fait une petite vidéo sur comment mettre des bandes à venir bientôt, ou alors je l'ai déjà mise, je sais pas. En fait les bandes il faut en mettre, il y a 2 raisons pour mettre une bande. La première c'est pour déjà que ça se lave les bandes, contrairement aux gants, donc ça évite de trop transpirer dans le gant et que ça sente pas bon pour les problèmes d'hygiène. Ensuite la bande permet de maintenir le poignet en fait, bien maintenir le poignet et de protéger les phalanges en fait quand on tape avec les gants, et donc c'est très loin d'être inutile. Moi j'ai des petites mains, j'ai des mains fragiles, je me fais tout le temps mal en fait, encore maintenant, et donc moi je mets soit 2 paires de bandes, soit des bandes avec des mitaines avec du gel là devant. Donc bien important de bien se maintenir le poignet et de protéger les phalanges.
Il y a certaines personnes qui mettent des chevilières. C'est quelque chose que toi tu te déconseilles, je crois. On a un petit, on est un peu un bisbille cette histoire de chevillère. Moi, je conseille pas les chevillères, particulièrement aux débutants, puisque c'est selon moi en fait habituer la cheville à être bien maintenue sans qu'elle en ait vraiment besoin. Et du coup, ça peut tendre à ce qu'elle soit plus laxe en fait quand on porte pas la chevillère. Et donc, pourquoi tenir la cheville si elle en a pas besoin et du coup prendre cette habitude-là, ça devient une nécessité après. Donc voilà, moi c'est plutôt mon avis, c'est de pas mettre de chevillère. Maintenant Sébastien qui est médecin, lui très envie de mettre des chevillères et du coup il a fait le choix d'en porter à chaque entraînement plus pour une raison de style, il me semble. Puisque tu parlais des styles, peut-être tu peux nous parler un peu des styles de boxeurs Ouais, bien sûr. Alors les styles de boxeurs ils sont souvent conditionnés par leur camp d'origine, d'où est-ce qu'ils viennent. Sachant qu'il y a des régions en Thaïlande qui sont plus ou moins spécialisées dans certains styles. On va pas tous les aborder là parce qu'il y a autant de styles que de boxeurs quasiment, mais c'est vrai qu'on peut parler parfois, on parle de boxeurs qui sont muay mat, ça veut dire qu'ils ont une bonne anglaise, qui travaillent dur en point. On peut opposer à ça les boxeurs qui sont muay KO, c'est-à-dire que les boxeurs qui travaillent beaucoup sur les genoux. Muay Book, les boxeurs Muay Book, c'est des boxeurs qui vont tout le temps avancer, un peu comme Seksan. Muay Book est tout le temps en train de mettre une pression à son adversaire sans cesse en train d'avancer. Que dire d'autre? Muay Pam, c'est les boxeurs qui vont chercher le corps à corps, qui sont très durs au corps à corps. Et puis voilà, après tu as les boxeurs fimeux. Alors fimeux, c'est un mot qu'on dit souvent. Les boxeurs fimeux, c'est les boxeurs qui sont à l'aise dans toutes les phases du combat, qui sont très techniques en fait. C'est les boxeurs techniques, un peu comme Senchai, qui sont capables de réaliser tous les gestes techniques parfaitement, avec un timing, un coup d'œil parfait, et qui sont vraiment à l'aise sur toutes les phases de combat. Souvent en boxe thaï, quelque chose qui est assez méconnu, c'est les catégories de poids. À quoi ça sert? Pourquoi il y a autant de catégories de poids? Et est-ce qu'on pourrait pas juste faire boxer les gens tous ensemble En fait, c'est très important la catégorie de poids. C'est très important parce que c'est assez physique. Le poids, c'est un avantage sur l'adversaire si on est plus lourd que lui. Mécaniquement, quand on est plus lourd, on va mieux absorber les chocs. Et on va aussi taper plus fort. Donc les boxeurs là en Thaïlande, ils boxent au kilo près, kilo et demi près, parce que quand on est au top physiquement pour son poids, qu'on a cuté en plus souvent pour arriver au poids limite, une différence d'un kilo, ça fait une vraie différence. Je suis pas en train de dire qu'un boxeur qui fait 90 kg va à 100% des fois battre un boxeur qui fait 70. Très très au contraire. La technique va suffire pendant très 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 longtemps pour combler cette différence-là. Mais à niveau égal ou à niveau approchant, la différence de poids est vraiment importante et ressentie et joue un rôle qui peut être décisif, quoi. Donc oui, c'est normal qu'il y ait des catégories de poids et c'est important qu'elles soient bien respectées. En parlant d'arriver à justement mettre les gens sur la même, de les permettre de combattre en sécurité et d'arriver justement à faire des combats qui ont du sens. Récemment, avec les évolutions des mœurs, on a des boxeurs qui changent de genre, donc qui sont au début des femmes et deviennent des hommes, ou des hommes et deviennent des femmes. Je pense au récent combat de Nancrose versus Akram. Ok, à Paris, ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que ces boxeurs qui changent de genre changent pas également de catégorie, c'est-à-dire combattent pas avec des femmes par exemple ou avec des hommes dans le cas de Nangro? Alors je connais pas de femmes devenues hommes en boxeur. À Nangro c'est le cas vraiment intéressant parce que savoir que les transsexuels en Thaïlande ils sont très acceptés dans la société, beaucoup plus que chez nous, c'est vachement plus dans les mœurs chez eux. Seulement les transsexuels ça restait malgré tout un type de population qui n'était pas spécialement des boxeurs ou voué à devenir boxeur. Donc si la question c'est pourquoi est-ce que Nongrose boxe pas avec les femmes, c'est parce que ça a aucun sens de la faire boxer avec une femme. Nongrose elle peut être une femme, un diplodocus ou un labrador. Si je prends son ADN, c'est un homme et elle a une musculature d'homme et une ossature d'homme et à poids égal, un homme il sera toujours plus puissant parce qu'il aura plus de muscles qu'une femme en fait. Ça c'est pas c'est biologique, c'est pas quelque chose, une règle inventée par le patriarcat. Et donc par conséquent, on ne peut pas opposer un homme et une femme au même poids, ça n'a aucun sens en fait. Il y avait une Hollandaise dans les années 80, je crois, qui était vraiment très très forte.
et qui battait à toutes les femmes. Et elle a rencontré un homme, en fait, un Thaï, à un moment. Et voilà, très rapidement, on s'est rendu compte que la différence de puissance était colossale, quoi, et que c'était même pas jouable une seule seconde pour elle. Donc vraiment, voilà, il faut des hommes avec les hommes, des femmes avec les femmes. Attends 2 secondes. Cette vidéo est tellement longue que j'ai eu le temps de faire un enfant et de m'acheter un chien. On allait parler des coudières. Du coup, la France a un peu une exception au niveau des protections obligatoires pour les boxeurs. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les coudières et la présence des coudières en France ? Je suis pas sûr d'avoir la réponse à ce problème-là. Je pense que c'est lié au problème de fédération. Je pense que les fédérations étant toujours un peu amateurs dans leur organisation depuis ces 30 dernières années, on n'a jamais réussi à professionnaliser la boxe thaï, c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'a jamais réussi à peser face au ministère des Sports, en fait, pour expliquer quelles étaient les spécificités de la boxe thaïlandaise. On a toujours été assimilé au kickboxing, à d'autres sports, qui voyaient du coup les coudes comme quelque chose encore un peu particulier. Et du coup, en fait, on n'a jamais réussi à se faire entendre sur le fait que dans la boxe thaï, il y avait des coups de coude et que dans un combat, on ne mettait pas de coudière. Alors quand je dis que dans un combat, on ne met pas de coudière, c'est évidemment pas pour les classes C, les classes B, et encore, mais pour les classes A, pour les gens qui sont pros, qui arrivent à ce niveau-là, ou au moins pour les rencontres internationales, quand on fait venir des Thaïs en France, c'est complètement aberrant de les faire boxer avec des Thaïs, avec des coudières. C'est-à-dire que si vous regardez des combats de type Thai Fight de Paris, là, qui a eu lieu l'année dernière, quand les étrangers regardent les combats, ils comprennent pas en fait. Ils se disent mais pourquoi le Thaï il a des coudières ? C'était une démonstration, c'était une rencontre pour les enfants malades. Enfin, ils savent pas quoi, ils comprennent pas. Donc voilà, on fait boxer les gens avec des coudières en France. Et c'est une ineptie, hein. C'est une ineptie parce que quand tu fais venir un Thaï qui est spécialiste des coups de coude en France, et que tu lui mets des coudières, ça perd largement de son intérêt. Mais c'est la faute des fédés pour moi, qui n'ont pas su structurer le sport et faire valoir ses particularités auprès de l'État. Tu as peut-être des choses à nous dire sur le futur de ta chaîne. Des déclarations exclusives. Des exclusivités. Il y a des trucs monstrueux qui arrivent. Je peux pas encore trop en dire. Je suis encore en train de signer les contrats, mais attendez-vous à un truc direction la stratosphère. Quand t'es potes et ton cas, ouais, c'est parti pour la vraie averse, le TSR est là, ouais. J'évite les grandes, les petites radios, on vise plus haut que la bijato. Allergique aux déguises, quand y'a perquis, t'entends des bruits de chasse d'eau. Ça grésille sur réseau, tout le monde fait chaud, c'est pire qu'un trampoline. Des grands petits pour foutre des grands bowling, partant d'un grand bolide. Trop de cadavres, il faut une pelleteuse, les petits veulent faire feu. Plus rien ne me choque, laisse entrer l'accusé en guise de berceuse. 12 persos, je leur parle de son, ils me parlent de fric à faire. Facile à prévoir, les chiens s'amènent dès qu'il y a des